Bonjour à tous et bienvenue dans Une semaine au Moyen-Orient. Nous partirons d'abord en Syrie. Damas est touché par des combats d'une rare violence. Jusqu'à présent, la capitale était relativement épargnée par la contestation anti-régime. Désormais, des blindés sont aux portes du quartier historique. Puis direction Adwa, un petit village dans le delta du Nil, d'où est originaire Mohamed Morsi. Notre correspondante Sonia Dredi a rencontré pour nous le frère du président égyptien. Nous vous emmènerons également au Koweït. Le pays traverse une grave crise politique et la jeunesse, entraînée par le souffle du printemps arabe, se mobilise pour trouver des solutions. Des combats d'une rare violence ont touché Damas ce lundi. Depuis le début de la contestation, la capitale syrienne était préservée des affrontements, car jusqu'à présent la ville était ultra sécurisée et contrôlée par un régiment obéissant aux ordres du frère de Bachar al-Assad. Désormais, des blindés sont positionnés dans le quartier de Midan, près du centre historique de la capitale. Damas se trouve donc pour la première fois en état de guerre civile. Une épaisse fumée noire s'élève au-dessus de Damas. Des obus de mortier tirés dimanche par l'armée régulière ont visé plusieurs quartiers du sud de la capitale syrienne. Jamais depuis le début de la révolution en février 2011, les combats n'avaient été aussi intenses ici, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Jusqu'ici, la ville avait plutôt été épargnée. Au printemps 2011, les manifestations anti-régime commencent à Dera et s'étendent rapidement à plusieurs villes du pays. Damas reste à l'écart. Au quotidien, la vie continue normalement. Le régime, lui, organise plusieurs démonstrations de force, comme ce rassemblement monstre autour d'un drapeau de plus de 2 km en juin 2011. Mais en décembre de la même année, la capitale, à son tour, est touchée en plein cœur. Un double attentat vise la direction de la Sûreté Générale et un bâtiment de la sécurité militaire. Bilan, plus de 40 morts et 160 blessés. Le gouvernement accuse les rebelles. Tous ceux qui sont derrière ces criminels en Syrie, qui les défendent, sont considérés comme responsables. Depuis, les attaques à la bombe se succèdent. En mai dernier, à nouveau, c'est un bâtiment militaire qui est visé par une double explosion. Puis, un mois plus tard, une chaîne de télévision privée et le palais de justice. Les combats, eux, désormais, ont lieu à 3 km seulement de la mosquée des Omeyyades. Selon l'opposition, l'armée régulière cherche à écraser toute contestation à l'intérieur de la capitale. Dans le centre-ville ce lundi, règne pourtant un semblant de normalité. Cette image forte, à présent, Hillary Clinton était au Caire ce week-end pour y rencontrer le nouveau président Mohamed Morsi. La secrétaire d'État américaine a réaffirmé le ferme soutien des États-Unis à la transition démocratique en Égypte. Hillary Clinton a demandé aux dirigeants civils et militaires de travailler ensemble, alors qu'une épreuve de force oppose actuellement Mohamed Morsi aux militaires. Être le président de tous les Égyptiens, c'est la promesse de Mohamed Morsi lors de son élection fin juin. Rien ne prédestinait cet homme très diplômé, issu d'une famille de paysans analphabètes, à devenir le premier président civil d'Égypte. Mohamed Morsi est originaire d'Adwa, un petit village dans le delta du Nil. Alors là-bas, son entourage espère qu'il fera avancer leurs conditions. Son frère est le premier de ses soutiens. Sonia Dredi est allée à sa rencontre. Les lunettes en moins, c'est le portrait craché de Mohamed Morsi. Hossein est le jeune frère du président égyptien, de 14 ans, son cadet. Ils avaient l'habitude de prier ensemble dans cette mosquée, jusqu'à ce que l'engagement du candidat frère musulman dans la campagne présidentielle lui laisse peu de temps pour revenir dans son village d'Adwa. Hossein, discret et pieux, continue d'y enseigner les mathématiques et de mener la vie d'un citoyen ordinaire. Il nous emmène dans la maison familiale où Mohamed Morsi est né et a grandi. Hossein y vit toujours avec sa femme et ses 4 enfants. Depuis qu'il est président, son grand frère ne lui a pas rendu visite. La dernière fois que je l'ai vu, c'était ici lors d'un meeting de campagne. On va rompre ensemble le jeûne du Ramadan. Mais quand, je ne sais pas. Leur père, fermier, est décédé lorsque Hossein avait 18 ans. Mohamed Morsi a donc servi de modèle pour ses 3 frères et ses 2 sœurs. Il a complètement endossé le rôle du père.
C'était sa passion, il était convivial et débattait avec nous. La façon dont il se comporte et nos discussions aujourd'hui montrent le fardeau qui pèse sur lui. Ses origines modestes et rurales ont inculqué à Mohamed Morsi certaines valeurs comme le respect des anciens et le dur labeur. Il a quitté son village pour une université de la capitale égyptienne avant de s'envoler pour les États-Unis, y faire des études d'ingénieur. Il est aujourd'hui devenu le premier président civil du pays, une grande fierté pour tous les habitants d'El Adwa. Nous sommes entrés dans l'histoire. C'est un honneur qu'un président vienne de notre village d'El Adwa. Un village dans lequel une majorité de la population vit dans la pauvreté. Cette mère de 5 enfants habite un petit logement insalubre, sans eau ni électricité. Elle espère que le président va aider ses anciens voisins. Le problème, c'est le coût de la vie et les jeunes qui ne peuvent pas trouver de travail. Et même ceux qui en ont un ont des salaires très bas. Il n'y a rien. Mohamed Morsi a beau avoir son village derrière lui, il n'a pas remporté l'élection dans son gouvernorat où il a pourtant servi plusieurs années comme député. Mais de nombreux Égyptiens se disent lassés par la volonté des frères musulmans d'accaparer le pouvoir et beaucoup se plaignent de ne pas avoir vu leur quotidien s'améliorer lorsqu'ils sont entrés en force au Parlement en début d'année. Le printemps arabe est passé presque inaperçu au Koweït. Pourtant, en novembre dernier, les mouvements de jeunes ont forcé l'émir à dissoudre le Parlement et à congédier son Premier ministre. Les législatives de février dernier ont porté au pouvoir une large opposition islamiste et bédouine. Mais en juin dernier, la Cour constitutionnelle a invalidé ces élections et restauré l'ancienne Assemblée. Une décision qui ne plaît pas à la jeunesse. Chaque semaine dans cette villa, les jeunes du mouvement Souk Rami se réunissent. C'est le soir dans des réunions privées que les Koweïtiens se mobilisent, les Diwaniyas. Véritable tribune politique, tout un symbole au Koweït. Nous sommes un groupe de jeunes qui se sont fixés des objectifs qui doivent servir notre pays. Nous demandons des réformes. Nous voulons sortir notre pays de la crise actuelle. Dans une autre Diwania, Tarek El-Moutaïri, l'un des principaux leaders de la jeunesse koweïtienne, a créé le mouvement Hadam, ouvert aux femmes. Ce soir, il rend visite à une riche famille chiite. Le mouvement démocratique et séculier est un mouvement qui transcende les clivages sociaux et confessionnels de notre pays. Le pouvoir ne veut pas de réforme et a peur de toute revendication dans ce sens. Malgré les différences, un bon contact s'établit. Les questions s'enchaînent, les réponses aussi. Alors que les partis politiques sont illégaux au Koweït, Hadam, le mouvement de Tarek, y ressemble fort, avec un programme de réforme, des membres qui payent leurs cotisations. Et les autres semblent séduits. Oui, c'était une réunion intéressante. Le Koweït a besoin de tels mouvements pour son avenir. Issus de familles bédouines fraîchement urbanisées, ces jeunes veulent se faire une place dans l'espace politique. Le professeur Ranem El-Najjar les connaît bien. Les députés et le gouvernement ne prennent pas ces mouvements très au sérieux. Et ils ont tort. Ces jeunes sont nombreux, mobiles, et ont bien moins de choses à perdre. À quelques pas du Parlement, le silence est trompeur. C'est sur cette place que Tarek et ses amis organisent des sit-ins. Ici, en novembre dernier, des dizaines de milliers de Koweïtiens ont poussé le Premier ministre à démissionner et l'émir à dissoudre une assemblée de députés corrompus. Nous avons une vie parlementaire depuis 50 ans, mais le Parlement a toujours été faible. Il ne remplit pas toutes les conditions d'une démocratie. La démocratie, c'est quand le Parlement peut choisir son gouvernement. Choisir, c'est-à-dire en dehors de la famille régnante. Avec une constitution et un parlement qui forcent les ministres à démissionner, le Koweït est une exception dans la région. Mais aujourd'hui, la jeunesse veut davantage. Après le ramadan, elle devrait se mobiliser de plus belle. En Israël, un homme s'est immolé lors d'une manifestation contre la vie chère dans le pays. Avant de commettre son geste, cet homme de 58 ans a personnellement mis en cause Benyamin Netanyahou. Il s'était vu refuser une allocation d'aide au logement. Le Premier ministre israélien parle d'une tragédie personnelle. Moïse Silman se trouve dans un état critique. Il y a un an, tout juste, un mouvement sans précédent pour réclamer plus de justice sociale avait émergé dans le pays.
Avis aux amateurs de sensations fortes. Chaque été, plusieurs centaines de touristes, pour la plupart américains, se rendent dans un camp d'entraînement dans le sud de Jérusalem, tout près d'une colonie. Pour le dirigeant de ce camp, la portée est double, apprendre à se servir d'une arme à feu et délivrer un message idéologique, ce qui n'est pas sans irriter les colons qui vivent à proximité. Lunettes de protection sur les yeux, ces touristes américains en vacances en Israël sont à la recherche de sensations fortes. C'est à Caliber 3 qu'ils les trouvent. Cette entreprise privée, située près d'une colonie du sud de Jérusalem, sert de camp d'entraînement pour soldats, policiers et gardes de sécurité. En été, elle se transforme en véritable attraction touristique pour le plus grand plaisir de ses vacanciers. On voulait venir sur ce site aujourd'hui pour en apprendre un peu plus sur les tactiques antiterroristes, pour savoir ce que les habitants des colonies apprennent pour se protéger. Hommes, femmes ou enfants, depuis 3 ans, plusieurs centaines de touristes viennent ici chaque été pour apprendre notamment à se servir d'une arme à feu. C'est le cas de Rachel, jeune mère de famille, venue avec ses 3 enfants. Nous faisons un tour d'Israël et cela fait partie de notre expérience israélienne. C'est quelque chose qu'on ne pourrait faire qu'en Israël et c'est très excitant. La plupart d'entre eux sont des juifs américains, un public de choix délibérément visé par le propriétaire de Caliber 3. C'était important pour moi de donner aux Juifs le sentiment qu'ils ont quelque chose de sécurisé en Israël. Ils ont un État, ils ont une armée, ils ont des installations pour lutter contre le terrorisme. Une image d'Israël dont certains se passeraient bien, notamment parmi les responsables de la colonie voisine de Gush Etzion, qui travaillent depuis longtemps à l'amélioration de l'image des colons. Vous venez de passer une semaine au Moyen-Orient. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations à suivre sur France 24 et sur Internet, www.france24.com, en anglais, en français et en arabe. À très bientôt sur France 24.